Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va rentrer, c'est une séance pas forcément clinique, c'est plus une séance. C'est une vidéo pas forcément clinique, c'est une vidéo plutôt théorique. L'intitulé, vous l'avez lu, c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. Pourquoi refoule-t-on? Pourquoi l'être humain refoule? Et qu'est-ce que d'ailleurs ça veut dire refouler? Alors bien évidemment, c'est un langage très technique, cette vidéo, c'est d'une certaine manière une introduction bien évidemment, mais c'est surtout presque d'une certaine manière une vulgarisation, parce que si je rentre beaucoup trop dans le détail, ça risque de complexifier encore plus les choses, et croyez-moi, concernant la psyché humaine, les choses ne sont pas simples. L'organisation psychique est extrêmement complexe, elle est passionnante, c'est une certitude, mais elle est très complexe. Quand on la connaît, on se promène, on surfe dessus, mais quand on ne la connaît pas, quand elle nous échappe, effectivement, on est face à une immensissime complexité. C'est comme si vous étiez en pleine forêt et vous cherchez la sortie, mais finalement, vous n'avez aucun point de repère. Donc, c'est extrêmement complexe, ou du moins très peu de points de repère. Donc, cette approche, cette vidéo, est une forme de vulgarisation. Vulgarisation entre guillemets, bien évidemment, les éléments sont tout à fait fiables, mais la manière dont je vais vous les présenter, c'est dit, c'est raconté, c'est résumé d'ailleurs d'une certaine manière, et c'est un tantinet vulgarisé. Voilà. Pour faciliter la compréhension des choses, et vous verrez que ce n'est pas chose simple. Pourquoi on refoule? Pourquoi l'être humain refoule? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs refouler? Ça veut dire quoi refouler? Vous savez que c'est un concept freudien, n'est-ce pas? Donc qui remonte à il y a de très nombreuses années. Eh bien, pour pouvoir parler de refoulement, il faut déjà être, quoi qu'il arrive, face à deux notions: la conscience, l'état de conscience, et l'inconscient, la structure psychique inconsciente. Ce sont bien évidemment des éléments théoriques, psychanalytiques, analytiques, psychanalytiques. C'est de la théorie psychanalytique. Elle me semble vraie, elle me semble tout à fait juste, opérante au quotidien, mais ça, je sais que tous les spécialistes ne sont pas des férus de psychanalyse et des théories analytiques, et il y a bon nombre de praticiens psy, au demeurant, qui ne travaillent pas avec la notion de l'inconscient. Voilà. Ils ne la nient pas, mais à la limite, ils ne travaillent pas avec. Ils ne la prennent pas forcément en considération, du moins pas au degré à laquelle un analyste ou un psychanalyste, a fortiori, va effectivement travailler avec. On est d'accord. Donc c'est une notion, c'est un concept psychanalytique. Cette notion, ce concept psychanalytique, bien évidemment, repose sur la première topique freudienne, avec la dissociation de la psyché en état de conscience, en conscience, en structure consciente, en préconscient et en inconscient. Tout repose là-dessus. C'est un présupposé de base, c'est un incontournable, c'est un socle sur lequel toute la théorie, c'est une racine, comme je le dis souvent, sur laquelle toute la théorie va reposer. Le tronc, les branches et les feuilles au bout des branches, et les petites fleurs, si vous voulez des petites fleurs, et des petits oiseaux sur l'arbre. Si vous voulez, pas de problème, je vous donne tout ça. On ne peut pas faire sans cette notion de base, cette première topique freudienne: conscience, préconscient, inconscience. Il y a une deuxième topique freudienne, on ne rentrera pas aujourd'hui dedans, on en a déjà parlé sur cette chaîne, le moi, le ça et le surmoi, qui peuvent être présentés d'ailleurs de trois manières différentes. Surmoi, moi, ça, moi, surmoi. Bref, tout ça est relativement interchangeable, tout ça est intriqué l'un dans l'autre, on ne peut pas faire sans l'un ni sans l'autre, et ainsi de suite. Et parler de l'un est déjà induire la présence de l'autre. Pourquoi on refoule? Vous savez que, du moins vous n'êtes pas sans savoir, l'être humain, il vit dans cette double notion, cette liaison permanente entre sa vie psychique et sa vie corporelle. Ces deux mondes, ces deux instances ne sont pas dissociées, elles sont en liaison, reliées de manière permanente. Il y a toute la vie durant un lien permanent entre la structure psychique et le corps, l'aspect corporel des choses. Il y a un lien et surtout des interactions permanentes.
Pourquoi l'être humain, indépendamment de tout ça, de ce socle théorique capital, s'impose tout le reste? S'il n'y a pas de socle, la statue se casse la gueule. S'il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'arbre. Bon. C'est un terreau. Voilà. Vous avez déjà vu une plante qui pousse, qui n'est pas dans la terre, vous? Eh voyons. Ah, une plante artificielle, nous sommes d'accord. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose tout à fait réel. La réalité. Psychique. Pourquoi on refoule? Qu'est-ce que l'on refoule? On refoule une motion pulsionnelle. On refoule des pulsions. L'être humain est un être de pulsion. On ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas s'en sortir. L'être humain a régulièrement des pulsions. Des bonnes, des moins bonnes. Pourquoi serait-il question de les refouler? Eh bien parce que certaines de ces pulsions et ce qui lui est attaché à cette pulsion pourrait contenir effectivement des éléments perturbateurs. N'oubliez pas que la vie psychique, elle est organisée sur un principe. Ce principe, c'est un principe de constance, de régulation. Le but est que ce que rencontre, ce que présente, ce que ressent l'être humain ne soit pas trop perturbateur pour la vie psychique, psycho-corporelle de l'être humain. Toute présence endogène, c'est-à-dire qui vient de vous-même, pas qui vient de l'extérieur, quelque chose qui vient de vous-même, et qui est source de perturbations potentielles, peut potentiellement, c'est le cas de le dire, être refoulé. Pourquoi être refoulé? Eh bien, c'est tout simplement tenu à l'écart de la vie psychique consciente, voire même préconsciente, pour effectivement continuer, poursuivre au mieux la croisière psychique, autrement dit un état relativement stationnaire, non perturbé. Donc, toute présence, toute émotion, toute notion, tout désir, toute pulsion qui pourrait être source de perturbation, soit pour l'être humain lui-même, soit pour un autre être humain, soit pour la société, effectivement pourrait être susceptible d'être dérangeante. Des pensées, des pulsions inavouables, inentendables, interdites, impossibles à dire et à réaliser. Ipso facto, ces notions, cette pensée, cette pulsion, ces motions pulsionnelles risquent d'être refoulées parce que source de perturbation. Qui plus est, elles sont associées à une énergie extrêmement élaborée, extrêmement puissante. Et cette énergie, en lien avec la motion pulsionnelle, serait elle-même une source de perturbation pour l'être humain. Et pour son état, sa recherche d'état stationnaire, de linéarité, de régulation. Donc, bien évidemment, ce matériel-là, psycho-corporel, risque d'être refoulé. C'est un mécanisme de défense, de protection, d'autoprotection. Le refoulement, finalement, c'est le destin possible, tout à fait envisageable, d'une pulsion. On pourrait le définir comme ça. Il s'agit bien d'un mécanisme de défense psychique pour préserver l'intégrité, la paisibilité, la tranquillité, du moins se voulant préserver l'intégrité, la paisibilité, la tranquillité, la linéarité, chère à ce principe, ce grand principe psychique, ce principe de constance, ce principe de régulation, d'autorégulation. Tout ce qui est source de perturbation potentielle pourrait être refoulé. C'est la psyché, c'est l'organisation psychique, bien évidemment, qui va imposer cela. Elle va préserver l'état de conscience de motions pulsionnelles beaucoup trop perturbantes. Non seulement dans l'idée, dans le désir, mais aussi dans l'énergie qui lui est rattachée. Parce que ressentir une énergie débordante, impossible à canaliser, pourrait être effectivement, de facto, une perturbation absolument notoire. D'où ce mécanisme de refoulement. Pour éviter toute perturbation. Voilà, vous avez parfaitement saisi à quoi correspond la notion de refoulement. C'est pour éviter finalement, entre autres,
du déplaisir, un ressenti de déplaisir, qu'on pourrait appeler de manière extrêmement vulgarisante, j'insiste, vulgarisante, de la frustration. Voilà. Du déplaisir. Comment éviter le déplaisir? Eh bien, le meilleur moyen d'éviter le déplaisir serait peut-être encore, n'est-ce pas, la possibilité de ne pas être au courant de ce qu'il s'est joué ou de ce qu'il pourrait se jouer. Ça peut être des souvenirs, on peut refouler des événements traumatiques, de son passé, de son passif, on peut refouler énormément de choses. C'est pas forcément, ce sont des choses qui ont été conscientes à un moment donné, mais la charge émotionnelle est telle, l'énergie que ça demande est telle qu'on le refoule, ça soulage effectivement la vie psychique et ça maintient la linéarité recherchée par ce mécanisme d'autoprotection dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. On refoule ce que l'on a vécu, connu, mais on le met de côté, comme ça on n'a plus à y penser. Or, une motion pulsionnelle, elle crée ce qu'on appelle une représentation. Cette représentation va être automatiquement rattachée à la motion pulsionnelle, à la pulsion. Une représentation. Ça représente la pulsion, la motion pulsionnelle, ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle a été. Parce que même quand elle est refoulée, vous verrez que la motion, vous prenez conscience que la motion pulsionnelle, la pulsion elle n'est pas morte, elle est toujours active, elle évolue, mais elle n'est pas consciente, mais elle évolue. Elle est toujours là. Elle n'est pas morte. C'est pas parce qu'elle est refoulée qu'elle n'existe plus. Elle n'existe pas pour l'état de conscience, mais elle existe toujours, elle œuvre toujours, elle évolue toujours. Toute la question, c'est comment. Sachant que du refoulement, il y en a un paquet dans la journée, dans l'année, dans la vie. Et effectivement, imaginez l'agglomérat. Quand tout ce petit monde-là se réunit, c'est une image, bien évidemment. Attention, ça peut se bousculer au portillon. On est bien d'accord. On ne peut pas tenir la porte fermée, parfois trop longtemps, si on refoule beaucoup trop. Bon. Le refoulement est une notion par essence qui n'est pas consciente. Donc, ne vous posez pas la question en disant « Bon alors, la dernière fois que j'ai refoulé, c'était quand ?» Vous n'êtes pas au courant. Ça paraît incroyable, c'est le propre de l'inconscient. Freud d'ailleurs, je vais revenir sur la représentation, Freud d'ailleurs, de la motion pulsionnelle, Freud d'ailleurs avait estimé, de manière assez exceptionnelle, on est tous freudiens à la base, moi j'ai été formé par les lacaniens, mais on est tous freudiens à la base, on est d'accord, Freud c'est la racine, et le tronc, et tous les autres, effectivement, toutes les autres théories ont été les branches, et tout ce que j'ai cité tout à l'heure, les feuilles, les petits oiseaux, et tout ce que vous voulez, voilà, pas de souci. Mais Freud c'est bien le tronc, c'est lui qui a édifié effectivement les normes, les règles, les outils psychiques les plus élaborés. Donc il a estimé que finalement, vous voyez un iceberg, vous avez la face immergée et la face émergée. Il estimait à juste titre pour moi que la face émergée était l'état de conscience, donc plutôt petit, et que tout ce qui était effectivement immergé, en immersion sous l'eau, était plutôt du domaine du préconscient et de l'inconscient. Alors imaginez cette image-là, cette métaphore-là, qui est tout à fait vraie. Notre structure consciente, finalement, ne nous permet de courant de tout un tas de choses. Heureusement, on est bien d'accord, mais pas mal de choses nous échappent, du moins nous échapperaient. Donc le plan, quand est-ce que je refoule? Vous n'êtes pas conscient. C'est un mécanisme qui n'est pas conscient. C'est un mécanisme pour que vous ne soyez pas conscient de ce qui a pu effectivement vous habiter et qui aurait pu être une source de perturbation pulsionnelle. Vous savez combien la pulsion, les gens sont tout à fait capables de dire « Oh, j'ai une pulsion !» et ainsi de suite. Les gens se méfient de leur pulsion et ils comprennent ce caractère impulsif. Voilà, et ça, voilà, la pulsion finalement, elle a un aspect tout à fait favorable et noble, mais elle peut avoir un aspect dans le discours usuel tout à fait péjoratif. Il faut se méfier de sa pulsion. Voilà, l'être humain est un être pulsionnel. Il n'est pas qu'un être pulsionnel, il est tout un tas de choses, bien évidemment, mais il est aussi cet être pulsionnel. La fameuse représentation dont je vous parlais tout à l'heure, de la motion pulsionnelle, j'espère ne pas vous avoir perdu entre-temps, elle aussi va être refoulée. La pulsion, le désir, inavoué, inavouable et tout ce qui s'ensuit, l'inconscient va pouvoir refouler ça. L'inconscient va refouler aussi la représentation de la pulsion. Donc cette énergie va continuer à vivre en vous et bien souvent d'ailleurs, cette énergie, elle est tout à fait susceptible de produire de l'angoisse, ça dépend de la pulsion en elle-même, de l'angoisse, des affects,
et certaines choses de ce genre. Parfois, effectivement, vous refoulez, vous ne ressentez absolument rien. Voilà, donc l'énergie n'était pas trop élaborée, parce que cette énergie, mine de rien, elle va aussi représenter une notion absolument fondamentale, le quantum. Le quantum d'affect. C'est l'énergie, c'est la quantité de l'affect qui était associé à cette pulsion. Et cette charge, cette énergie que ça a pu, bien évidemment, générer, créer. Plus le quantum d'affect est élaboré, plus effectivement la pulsion va être refoulée, parce que considérée comme désobligeante, dangereuse, problématique, inavouée, inavouable, perturbatrice, et ainsi de suite. Vous saisissez bien la mécanique du refoulement. Alors vous le savez très bien, c'est que parfois le refoulé fait retour, de manière fourbe, n'est-ce pas? Ça peut être les oublis, ça peut être les lapsus, ça peut être les rêves. Ça, c'est une superbe notion, les rêves, pour pouvoir avoir une petite main sur ce qui est inconscient. Néanmoins, derrière ces affects, derrière ces symptômes, derrière l'angoisse, qui ne dit pas son nom, l'angoisse dit son nom, mais elle n'a pas d'image, elle n'est pas associée à une image, elle n'est pas quantifiable. Et c'est tout le problème de l'angoisse. Je ressens quelque chose, je ne sais pas à quoi l'associer. Voilà, c'est un vide, je sais qu'il y a quelque chose dedans, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, le rapport à l'angoisse. C'est très emmerdant à vivre, il n'y a pas photo. Surtout quand ça monte plus. Il y a derrière tout ça, effectivement, bon nombre d'images, d'associations, de représentations et de représentants de la représentation, si je puis dire. Autrement dit, de rejetons, finalement, de la représentation de la motion pulsionnelle. Je savais que j'allais vous perdre. je le savais. Voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé de vulgarisation, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que ma vulgarisation, elle est déjà le fruit d'un discours extrêmement technique. Voilà, je vous en parle comme si c'était évident. Oui, mais je sais très bien que c'est pas évident pour vous. Bon, on y reviendra. On va partir dans une espèce de série, hein, c'est la saison 1, de notions comme ça, analytiques, psychanalytiques, théoriques, parce que ça vous aidera à mieux comprendre. Mais on reprendra peut-être un petit peu tout ça. Faites-moi des commentaires. J'y répondrai pas parce que j'ai plus le temps de répondre aux commentaires. Mais à la limite, je me servirai de ce que vous m'avez dit dans les commentaires pour travailler, bien évidemment, sur une suite. Hein, vous savez très bien que tout ne demande qu'à avoir une suite. C'est ça qui est vachement intéressant. Voilà. C'est pas ce qu'on dépose, ce sont les effets que ça va générer et la suite, effectivement, qu'on pourrait lui apporter, lui associer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de refoulement, elle n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralité. C'est pas parce que 2 pulsions ont été refoulées le matin même que la 3e l'après-midi va être refoulée. C'est une métaphore, il n'y a pas de matin après-midi. Voilà, une émotion, une énergie pulsionnelle débordante, non maîtrisable ou très complexe, associée à des idées effectivement complexes, impossibles à dire, impossibles à mettre en œuvre, dérangeantes, perturbantes, a été refoulée peu de temps avant que forcément celle d'après va être refoulée. Non, chaque organisation de refoulement, chaque mécanisme de refoulement, chaque mécanisme de défense est casuistique. C'est le cas de le dire au cas par cas, à chaque fois face à une poussée pulsionnelle, une motion pulsionnelle générant beaucoup trop d'éléments complexes qui pourraient venir déstabiliser l'être humain. Voilà, donc le refoulement au cas par cas à chaque fois, il n'y a pas de généralité. On a parlé effectivement d'un refoulement originaire, c'est refouler la pulsion et sa représentation, chaque pulsion est associée à une représentation, crée une représentation, voilà. Le refoulement originaire, c'est un mécanisme finalement qui ne permet pas d'avoir l'accès à la connaissance de l'élément pulsionnel qui a été refoulé. C'est ça, le refoulement originaire. Donc ça refoule la pulsion et sa représentation. Pour pas qu'il y ait un accès conscient. Il n'y a pas de conscience de ça. C'est son rôle, c'est son but pour maintenir la paisibilité, la tranquillité, la linéarité de l'être humain. Le refoulement secondaire, on l'a vu, c'est à regarder de mille et une manières, mais c'est plutôt, et c'est induit par le premier type de refoulement, c'est le refoulement secondaire, c'est voilà, tout ce qui pourrait ressembler plus ou moins. Par exemple, les premières dépulsions étaient de couleur rouge, c'est une métaphore les amis pour comprendre, étaient de couleur rouge, ce qui pourrait être de couleur rose pourrait être retenu 2 fois plus, t'es rose, tu t'associes à nous, nous on est rouge, tu viens avec nous, voilà, donc, et tu bénéficies de notre énergie. Voilà, c'est une espèce de métaphore, c'est très vulgarisé, mais ça vous permet effectivement de comprendre. Donc l'énergie va englober, renforcer effectivement ce qui pourrait ressembler
à ce qui avait déjà été refoulé de manière originaire ou qui avait déjà été refoulé en amont. Même si, je viens de le dire, chaque processus de refoulement s'adresse à la casuistique, au cas par cas, on est d'accord. Donc le refoulement, c'est bien un marqueur de cette dissociation, de cette notion entre l'état de conscience et l'inconscient. Au milieu des deux, on a un préconscient qui joue un rôle tout à fait intéressant, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on ne va pas s'en sortir. Il est là. Voilà. Et alors justement, dans le refoulement secondaire, le préconscient jouerait un rôle actif pour maintenir encore plus, renforcer encore plus finalement la zone, le périmètre, pour pas que la pulsion refoulée fasse retour. La pulsion refoulée, par essence et par principe, elle ne tend pas à disparaître, elle veut se rapprocher le plus possible de la sortie. Ce qui pour un organisme, façon de parler, une entité dite vivante, n'est-ce pas, pourrait être logique. Pour que le représentant de la représentation, le rejeton de la représentation, le rejeton du refoulé, le retour du refoulé, comme on pourrait l'appeler, apparaisse, il faut qu'effectivement, au niveau de la censure, il faut que le garde-barrière qui est là, c'est une métaphore, ne voit rien de très apparent. Vas-y, tu peux passer. Voilà. Et pour ça que les rêves sont très intéressants, parce que la vigilance n'est pas la même pendant le sommeil. Même si finalement, beaucoup de gens vont faire un rêve et qui vont expliquer, et en disant, putain, je comprends rien, c'est quoi cette histoire, ainsi de suite, ceci, cela. Et pourtant, il y a bien des choses à comprendre, mais de manière symbolique, sous forme de symbole. Parce que c'est comme ça qu'on arrive effectivement à interpréter, quand quelqu'un raconte un rêve, quels sont les symboles qui apparaissent, bien évidemment. Quelles sont les métaphores qui apparaissent, voilà. Comment, métaphoriquement, l'idée pourrait passer de cette manière-là, de manière tronquée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça passe comme ça, c'est pas compréhensible. Allez, on le fait passer comme ça. Ben oui, mais même en le faisant passer comme ça, on peut quand même l'interpréter de manière extrêmement métaphorique. Il y a des choses qu'on ne peut pas refouler. La faim, la soif et les besoins vitaux, on ne peut pas les refouler. Allez vous dire, oui, je refoule, je n'ai pas faim. Vous allez tenir 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, et ainsi de suite. Mais c'est plus fort. Donc on ne peut pas refouler la faim, la soif et les besoins vitaux. C'est pas possible. Il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas refouler. C'est pas un processus qui se met en place de la naissance, parce qu'à la naissance de l'être humain, eh bien, il n'y a pas de notion de conscience et d'inconscience et de préconscient, il n'y a pas tout ça. Il faut que ça se mette en place, il faut que ça se mette en œuvre petit à petit. Et c'est à partir du moment où c'est mis en place, dans l'éducation, ainsi de suite, ce qui est bien, ce qui se fait pas, les désapprobations parentales, le discours, l'éducation, c'est là où effectivement la notion de refoulement se met en place. Pas au moment de la naissance et les jours subséquents et les semaines subséquentes et les mois subséquents. C'est pas possible. C'est un processus qui se met en place petit à petit, mais pas dès la naissance. C'est pas possible. Ça prend un certain nombre de temps. Face à chaque pulsion, effectivement, se présente une résistance. Et c'est cette résistance qui va organiser cette mécanique du refoulement. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le processus n'est pas fixe et il dépend beaucoup du quantum d'affect. Voilà, bien évidemment de l'énergie qui est associée, maîtrisable ou non maîtrisable, et surtout, bien évidemment, plus l'investissement est important, plus l'énergie est importante, plus elle va être perturbante, elle risque d'être perturbante, plus elle sera refoulée. Si elle ne présente pas d'éléments trop perturbateurs, elle peut passer. Elle passe la douane, allez, c'est passé, elle passe de l'autre côté. Qu'est-ce que l'être humain va en faire? Ça, c'est une autre affaire, mais en tout cas, elle passe de l'autre côté. Si le rejeton du refoulé, ce qui remonte à la surface dont on a parlé tout à l'heure, vous pourrez voir comme le représentant de la représentation, d'une certaine manière, eh bien, s'il est faible, il peut passer. Notamment dans les rêves, lapsus, actes manqués, oubli, et ainsi de suite. Des éléments qui permettent d'avoir accès directement à la notion de l'inconscient, à la structure de l'inconscient. Finalement, le refoulement, il peut être raté, totalement raté, donc ça marche pas, il peut être parfait, c'est-à-dire rien, pas de signe, rien, pas de ressenti, pas de signe. Un refoulement réussi, c'est un refoulement sans trouble. Fondamentalement, ça peut arriver, il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est un refoulement parfait. Il peut être partiel, donc il va effectivement se transformer, l'énergie notamment qui ne peut pas être refoulée, l'énergie qui est associée, elle va se transformer en symptômes, en angoisse, en affect, et ainsi de suite. Donc c'est partiel, c'est un refoulement partiel. Ça ne veut pas dire que vous avez accès pour autant à la pulsion et à la représentation de la pulsion. Alors il y a des cas particuliers, le cas par exemple d'une pulsion qui est partiellement refoulée, une partie seulement de la pulsion est refoulée. Voilà, c'est par exemple notamment pour le fétichisme notamment. Voilà, c'est-à-dire que la pulsion a disparu, mais sa représentation pourrait être tout à fait accessible. La représentation, ou une partie de la représentation, peut sembler accessible. Accessible à la conscience, soyons d'accord là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et notamment dans les théories analytiques et dans la thérapie analytique? On permet aux personnes de parler le plus possible de tout cela, bien évidemment,
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le refoulement, il a trois dynamiques, trois notions. Il y a trois types de représentation, en fait, de la pulsion. On a la représentation inconsciente, la représentation préconsciente et la représentation consciente. La représentation inconsciente, elle n'est que sur la chose en elle-même. La représentation préconsciente, elle est sur les mots, et la représentation consciente, elle est sur les mots et la chose. C'est pour ça que plus un être humain parle de ce qu'il vit, de ce qui passe par son esprit, et notamment pendant les séances analytiques, eh bien, plus on a accès effectivement à ce qu'il a pu vivre et ce qu'il a pu refouler. Attention aux résistances, elles apparaissent effectivement dans le travail analytique. J'ai pris un plaisir immensissime à vous parler de tout ça. On reparlera de théorie, c'est complexe, j'ai essayé de le vulgariser, j'espère que ça vous a intéressé et on y reviendra par la suite. Vous continuez de prendre un grand soin de vous et puis à très bientôt pour une autre vidéo.